Comment le monde agricole fait-il face à la crise? C'est la question que nous lui poserons. Bonjour Philippe Jougla. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous entendez bien? Oui. Alors voilà, on va tout de suite préciser un point. Les agriculteurs ne sont pas confinés et ont naturellement plus que jamais le droit de travailler. On est bien d'accord, hein? Effectivement, l'agriculture doit continuer son activité pour nourrir la population aujourd'hui et dans les mois qui viennent, parce que les cycles des saisons, les cycles de la vie fait qu'on doit travailler aujourd'hui pour pouvoir récolter cet été, cet automne et nourrir la population. Nourrir la population, c'est évidemment l'enjeu majeur qui nous occupe. Alors, on a entendu parler des marchés, de la problématique de la cueillette. On va y venir en détail. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de crispation, d'autres lieux où la crise fait rage en ce moment, Philippe Jougla? Oui, on a trois sujets, vous en avez abordé deux, donc c'est les questions de main-d'œuvre pour les récoltes, les questions des marchés de proximité, et puis ensuite sur les filières plus longues, plus traditionnelles, des problèmes de saison, qui sont par exemple la consommation d'agneaux pour Pâques, qui est complètement désorganisé, et donc on avait des agneaux qui étaient prêts pour la semaine prochaine et sur lequel les circuits de commercialisation ne fonctionnent pas. Et il y a les horticulteurs pépiniéristes qui font la plus grosse partie de leur année au printemps où les consommateurs plantent les fruits, enfin les légumes pour le reste de la saison. On a aussi la production de lait qui est la plus élevée au mois d'avril, et notre aval, nos industriels qui, du fait de la désorganisation des marchés, ont du mal à écouler la totalité de la production. Donc des problèmes de coronavirus qui s'ajoutent à des difficultés de saison. D'accord. Donc il y a différents problèmes de saison, vous nous le dites. Est-ce qu'il y a des filières, des agriculteurs plus impactés que d'autres? Là, vous avez évoqué les pépiniéristes, horticulteurs. Oui, maraîcher, ça fait beaucoup de bruit médiatique sur la récolte des asperges et des fraises. Bon, là-dessus, les pouvoirs publics ont débloqué les questions réglementaires. Maintenant, il faut s'organiser pour faire les récoltes. On va y venir. Donc, la production d'agneaux qui est prête et sur laquelle il faut arriver à l'amener jusque chez le consommateur. Est-ce qu'il y a aussi une difficulté par rapport aux commandes plus anarchiques, en tout cas différentes d'habitude des consommateurs, la ruée sur certains produits plus que d'autres? Est-ce que ça aussi, ça a désorganisé certaines filières? Tout à fait. Depuis 15 jours et donc l'annonce du confinement, les filières, le commerce a été complètement désorganisé avec les premiers jours que des achats de pâtes et puis ensuite 2 jours après des achats de viande et en fin de semaine des achats de légumes. Voilà, ces phénomènes de masse ont complètement désorganisé toute la distribution et derrière c'est les agriculteurs qui en pâtissent parce que ça se répercute et ça remonte jusqu'à nos exploitations. Alors, venons-en à la question des marchés. Elle a beaucoup fait polémique ces derniers jours. Je rappelle que les marchés ont été interdits par décret le 22 mars. On apprend là qu'un quart d'entre eux vont finalement rouvrir. Votre syndicat, la FNSEA, s'en est réjoui. Pourquoi était-ce si important cette rouverture de marché, selon vous? Encore une fois, la priorité, c'est de nourrir la population, de nourrir nos voisins, nos concitoyens. Les marchés sont souvent des solutions de proximité sur les centres-bourgs, sur des villages dans lesquels les commerces sont rares et les marchés offrent des produits génériques à des prix attractifs. Et donc pour nous, c'était extrêmement important de les maintenir. Bien évidemment, de les réorganiser de façon à ce que on respecte les gestes barrières, ça c'est évident. Mais ça nous, les échos, enfin l'information qu'on a, c'est que dans des centres-bourgs,
Souvent, ce sont des retraités modestes qui sont les clients de ces marchés. Et c'est très compliqué pour eux de prendre les voitures, d'aller sur les grandes surfaces qui sont en périphérie. Donc pour nous, c'était extrêmement important. Et puis on a des agriculteurs qui fournissent, des producteurs qui fournissent ces marchés et basculer sur la grande distribution. C'est pour eux, c'est pour nous aussi, abandonner une partie de la marge commerciale vis-à-vis de la grande distribution. Oui, c'est ça l'enjeu aussi. C'est quoi la proportion d'agriculteurs pour qui le marché est le seul moyen de vendre sa production en Occitanie? Vous avez une idée de ça? C'est assez variable par département. Je dirais plutôt qu'on est autour de 15% de façon globale en Occitanie. Sur mon département, qui est le Tarn, 40% des agriculteurs ont une activité de vente directe. Donc vous posez la question, activité unique, on est bien en dessous, mais activité complémentaire, on est à 2 agriculteurs sur 5. Alors Bruno Le Maire avait appelé les enseignes de la grande distribution à s'approvisionner auprès des agriculteurs français qui étaient pénalisés par la fermeture des marchés. La région Occitanie, elle, s'était engagée également en mettant en place une plateforme pour recenser les producteurs qui pouvaient livrer. Ces initiatives n'étaient pas suffisantes. Il fallait, selon vous, absolument rouvrir les marchés. Effectivement, alors ces 2 initiatives, elles vont dans le bon sens, on y adhère complètement, mais on est dans l'urgence, et dans l'urgence, si on parle des grandes surfaces, ils ont quand même des procédures à respecter avec des référencements dans leur centrale. Alors c'est des choses qui sont en train de simplifier et d'arranger, mais ça prend du temps aussi de modifier les systèmes. Sur l'initiative de la région, elle va dans le bon sens, mais on n'est pas immédiatement opérationnel, alors que les marchés, on a l'avantage d'avoir déjà des habitudes, déjà des choses qui fonctionnent. Alors, venons-en à la cueillette. On en a un petit peu parlé. Des bras pour ton assiette, c'est le nom de la campagne que vous avez lancée pour aider les agriculteurs. Elle a, semble-t-il, été entendue. Je crois que beaucoup de personnes se sont levées pour rejoindre vos rangs, la grande armée de l'agriculture française, pour reprendre les mots de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Comment ça se fait que les agriculteurs manquent de bras ? Ces bras, c'est pour des saisons particulières. Donc pour les récoltes, c'est des besoins de main d'œuvre, des besoins d'emploi sur des périodes qui sont très courtes. Voilà, il s'agit de récolter les asperges, de ramasser les asperges, de ramasser les fraises, de cueillir les abricots. Donc il s'agit d'emplois peu qualifiés sur des périodes très courtes. Et donc le schéma qui s'était organisé depuis 25-30 ans, c'était des familles au sens large, une douzaine, une quinzaine de personnes d'un même village qui viennent faire une saison, et donc pour lesquels l'objectif est de travailler un maximum d'heures dans une période assez restreinte, de façon à faire des économies et retourner chez eux. Profiter le reste de l'année de vivre chez eux. Chez eux en l'occurrence, on a beaucoup parlé de main-d'œuvre qui venait de pays de l'Est ou d'Espagne, c'est de ça qu'on parle? Oui, Espagne, Maroc pour notre région, pays de l'Est, c'est plutôt pour l'Est de la France, mais oui, Espagne principalement, Portugal, Maroc, voilà, des gens, et vous imaginez, c'est assez facilement compréhensible, un village entier sur lequel une tranche d'âge vient passer 6 semaines, 8 semaines de façon à faire un complément de revenu et retourne dans son village le reste de l'année sur d'autres activités. Oui, c'est ce phénomène-là. On peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir de la main-d'œuvre en France, des personnes intéressées par ce type de travail aussi, non? Oui, on en a à côté de ces saisonniers étrangers qui nous font défaut. On est organisé en local sur une partie d'emploi et de la même façon, l'offre est très temporaire. Donc ça. On n'offre pas de CDI à plein temps, quoi. Donc on s'adresse à une population qui a aussi ce type de besoin, mais en local ça suffit pas. Et vous disiez donc la levée de la grande armée de l'agriculture française. On
pensait avoir besoin de 200 000 postes. Oui. On a une dizaine de jours, 160 000 offres qui se sont proposées. Donc la réponse, elle nous fait chaud au cœur. Maintenant, c'est compliqué d'organiser parce que épidémie oblige, on est obligé de fonctionner en proximité. Il n'est pas question de faire venir 4-5 personnes de l'autre bout de la France, de les loger dans des systèmes qu'on n'a pas prévus. Voilà, il ne s'agit pas que les gens deviennent malades en travaillant, quoi. Donc, merci à tous ceux qui sont mobilisés. Et on a encore des difficultés devant nous, mais ça, c'est de l'organisation pour organiser ce travail. De fait, vous dites ça nous fait chaud au cœur. On est passé de l'agribashing finalement à la découverte qu'on a cruellement besoin de vous. Belle ironie du sort. Un dernier mot, Philippe Jougla. Ce sont ceux du président de la République le 12 mars dernier, lorsqu'il a fait ce discours presque martial. Déléguer notre alimentation, dit-il, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces mots ? C'est des choses que nous portons depuis longtemps ou depuis tout le temps. Notre raison d'être, c'est de produire pour nourrir nos voisins, nos concitoyens. Donc c'est bien que ce soit repris par le chef de l'État. Ça a été très apprécié qu'il le reprenne dans un discours qui était martial et sur lequel la question alimentaire et agricole n'était pas centrale. Donc ça, c'est effectivement un message qui a été très bien perçu. Bon, au-delà des paroles, il faudra que ça se traduise en orientation et en actes. Et on aura certainement beaucoup de travail parce que au lendemain de la crise, on imagine que tout le monde sera très heureux d'en sortir. Mais il faudra veiller à ce que les vieilles habitudes ne reprennent pas le pouvoir. Relocaliser l'agriculture, ça fera partie des enseignements qu'il faudra tirer de cette crise, selon vous. Et ça sera ma dernière question pour de vrai. Ça faisait partie des questions qui étaient sur la table récemment. Vous parliez de l'initiative de la région. Il faudra certainement, cette crise va certainement permettre d'aller un peu plus loin sur cet élément-là. Et moi, je voudrais rajouter les questions qu'on se posera en tant qu'agriculteur, mais je pense que tous les entrepreneurs se la poseront. C'est comment on s'inscrit dans une démarche d'entreprise, mais en ayant en tête d'avoir une entreprise plus solide, parce qu'on s'aperçoit que aujourd'hui on a aussi besoin de cette solidité, de cette sécurité. On est trop dépendant. Un grand merci à vous, Philippe Jougla. Je rappelle que vous êtes président de la FNSEA Occitanie. Grâce à vous, on a fait un tour sur l'agriculture en région, comment elle résiste face à la crise. Et je rappelle donc cette initiative qui a connu un grand succès. 160 000 bras, 160 000 personnes se sont levées pour venir vous aider grâce à cette initiative des bras pour ton assiette. Un grand merci à vous. Merci, bonne journée.